Guten Morgen, bonjour. We have now the. Oh, I'm sorry. I was saying that I should. Welcome again. We will. Bienvenue de nouveau. Nous allons démarrer avec ce deuxième panel du colloque. Un deuxième panel qui va porter sur l'intérêt public et litige, et ce de façon très large, au sens large. Et pour ce faire, nous avons des panélistes de très haut niveau. Professeur Laurence Boisson de Chassourne de l'Université de Genève, qui nous parlera des avis consultatifs de la Cour internationale de justice. Afterwards, professor. Après quoi, le professeur Giorgio Gaia de l'Université de Florence et ancien juge de la Cour internationale de justice, qui nous parlera des interventions dans les procédures judiciaires et concernant les obligations et la conformité aux obligations erga omnes parte. Et enfin, mon cher collègue de Sciences Po Paris, qui nous présentera sa perspective du droit international privé. Comme vous le savez, les modalités pour ce colloque sont bien établies. Stricto sensu. Et dans le cadre de ces modalités, les modérateurs sont des modérateurs. Et un peu moins sympathique, contrôler le temps, j'essaierai de le faire un peu discrètement. Mais pour faire la vision d'ensemble de ces panels, ce n'est pas à moi de le faire en tant que modérateur, mais j'ai le plaisir et l'honneur de partager cette table et cette tâche avec mon collègue Philippe Gauthier, qui est, comme tout le monde le sait, le greffier de la Cour internationale de justice, qui va parler de l'intérêt public et la justice internationale. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, il peut paraître présomptueux de prétendre traiter en 10 minutes de l'intérêt public face à la justice internationale. C'est pourtant la mission qui m'a été confiée par les organisateurs de ce colloque que je tiens à remercier par ailleurs pour leur invitation. Alors, sans perdre de temps, je préciserai tout d'abord que mon propos se centrera sur la défense des intérêts collectifs dans le cadre de la procédure contentieuse. Cela ne signifie aucunement que la procédure consultative est dénuée de pertinence à cet égard. Au contraire, l'intérêt public est chevillé à la procédure consultative puisqu'une demande d'avis nécessite une décision adoptée par un organe collégial. Et la récente demande d'avis consultatif sur les changements climatiques, adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies, en constitue un exemple éclairant. Mais le rôle de l'avis consultatif sera développé par la professeure Boisson de Chassourne et je ne m'y attarde pas. Venons-en donc au contentieux international et dans ce cadre, la question centrale, celle qui se pose, est celle de la qualité pour agir afin de défendre des intérêts collectifs. Sur ce plan, nous disposons de l'acquis jurisprudentiel de la Cour que je synthétiserai en 2 propositions. Premièrement, la seule existence d'un droit reconnu au bénéfice d'un groupe d'États ou de la communauté internationale ne suffit pas pour garantir l'accès à un juge. Le consentement à la juridiction reste requis, même si le différend concerne des droits et obligations erga omnes. Deuxièmement, sur la base des décisions rendues dans l'affaire Belgique-Sénégal en 2012 et dans l'affaire Gambie-Myanmar en 2022, l'on peut affirmer que les États parties à un traité
énonçant des obligations erga omnes, ont un intérêt commun à ce que ces obligations soient respectées. En d'autres termes, tout État partie audit traité peut agir et invoquer la responsabilité d'un autre État partie. Je pourrais m'arrêter ici, mais je suis dans les temps, mais ce serait un peu court. Et il paraît plutôt utile de revenir sur les conditions à remplir pour qu'un intérêt collectif puisse être invoqué. Tout d'abord, il faut un traité qui établit des obligations erga omnes, ce qui requiert l'appréciation de la juridiction saisie. Et si l'on suit la jurisprudence de la Cour, c'est notamment le cas de la Convention sur le génocide, la Convention contre la torture. Par contre, ce n'est pas le cas des règles organisant la protection diplomatique, si l'on suit l'affaire de la Barcelona Traction. Par ailleurs, un traité peut énoncer différents types d'obligations, et la Cour devra identifier celles-ci, celles qui revêtent un caractère erga omnes. Et si l'on prend un exemple, l'exemple de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on peut ainsi y trouver d'une part des dispositions qui établissent des relations bilatérales, par exemple les articles concernant la délimitation des espaces maritimes, et d'autre part des obligations plus générales qui protègent un intérêt collectif, comme celle énoncée à l'article 192 ou 192, selon lequel les États ont l'obligation de protéger et préserver l'environnement marin. Enfin, il faut une base de compétences pour avoir accès à un cours ou à un tribunal. Et il faut toujours lire attentivement les clauses de règlement des différends. Ainsi, dans l'affaire du vapeur Wimbledon, auquel il a déjà été fait référence, où était en cause la liberté de navigation dans le canal de Kiel, l'article 386 du traité de Versailles permettait à, je cite, « toute puissance intéressée », fin de citation, de saisir la Cour permanente. Donc l'intérêt était expressément requis et c'est ce que la Cour permanente a vérifié en examinant la recevabilité des demandes. Mais c'est un libellé différent que l'on trouve à l'article 286 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui prévoit la compétence obligatoire des organes de règlement des différends pour, je cite, « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ». Il s'agit là d'une clause générale et l'on peut considérer a priori qu'elle permet à tout État partie d'agir en cas de violation de toute disposition de la Convention sans exiger un autre intérêt spécifique. Alors cela semble confirmé par la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer, si l'on songe aux affaires du thon à nageoire bleue ou de l'espadon, où la protection de stocks de poissons en haute mer était en cause. Le TIDM a simplement vérifié que les États demandeurs avaient la qualité d'État partie à la Convention. Et on observera que cette approche permet aux États parties d'agir pour protéger l'environnement marin situé au-delà des zones sous juridiction nationale. Mais cela ne signifie pas que l'environnement marin deviendrait un sujet de droit. Je mentionne ça parce que je pense que c'est un sujet qui sera exploré par la suite par la professeure Muirwatt. Ceci dit, il reste que l'approche que je viens de décrire ne fait pas l'unanimité. Et pour certains, un intérêt spécifique, concret, reste exigé, même dans le cas d'obligations erga omnes. Et on en veut pour preuve certaines opinions, déclarations jointes aux arrêts mentionnés. Alors, dans ce sens, on peut remarquer que dans les affaires mettant en cause des obligations erga omnes partes, l'existence d'un intérêt concret du demandeur est souvent présente. Ainsi, dans l'affaire Belgique-Sénégal, sur la base de la nationalité belge de certaines victimes, la qualité d'État lésé de la Belgique a pu être affirmée. De même, dans l'affaire relative à la chasse à la baleine dans l'Antarctique, les activités en cause se déroulaient partiellement dans la zone maritime revendiquée par l'Australie. Et on peut faire les mêmes constatations à l'égard des affaires traitées par le TIDM, l'affaire du thon à nageoire bleue ou de l'espadon. Mais je dirais en réalité que cet argument ne semble pas pertinent. En effet, dans toutes ces affaires, la juridiction saisie s'est contentée de la qualité d'État partie
à un traité énonçant une obligation erga omnes, sans considérer nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un éventuel intérêt particulier. Et cela est parfaitement clair dans l'affaire Belgique-Sénégal. Dès lors, on peut en conclure que lorsqu'un traité énonçant des obligations erga omnes contient une clause générale de règlement obligatoire des différends, cela devrait suffire pour permettre à tout État d'invoquer en justice la violation de ses obligations. Mais avant de terminer, je voudrais formuler quelques variations additionnelles sur le thème de l'intérêt collectif, très brièvement. Premièrement, même dans le cas où un État défend des droits qui lui sont propres, par exemple en exerçant la protection diplomatique ou en protégeant ses nationaux, l'existence d'intérêts collectifs ne disparaît pas nécessairement. Et je me ferai référence à la possibilité pour l'État du pavillon d'un navire de réclamer, à la suite d'une violation du droit international, la réparation des dommages causés à toute personne se trouvant à bord du navire, et ce, indépendamment de sa nationalité, la nationalité de la personne à bord du navire. C'est ce qu'a affirmé le TIDM dans l'affaire Saga numéro 2. Il ne s'agit pas de la protection diplomatique, mais il s'agit plutôt d'une protection fonctionnelle d'intérêts collectifs privés. Deuxièmement, dans certains cas, l'existence d'un simple intérêt, et on l'a déjà mentionné, un simple intérêt indépendamment de l'existence d'un droit qui aurait été méconnu, suffit pour fonder un droit de nature procédurale, et c'est le cas de l'intervention qui sera développé par Monsieur le juge Gaillard. Troisième point, j'ai presque terminé, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme « actio popularis ». Alors, ce n'est pas un oubli de ma part, et ce n'est pas non plus parce que la Cour ne l'a plus mentionné depuis les affaires du Sud-Ouest africain, 1966, mais c'est plutôt parce qu'il me semble que la notion n'ajoute pas grand-chose à ce qui vient d'être dit. Soit on vise un droit d'action reconnu à tous, mais en droit international, comme on le sait, il n'y a pas de cour compétente sans consentement, soit on vise la défense d'un intérêt collectif, et ce dont je viens de traiter, bien sûr avec une nuance et les détails, je n'ai parlé que des obligations erga omnes partes. Dernier point que je n'aurai pas le temps de développer, il s'agit de l'objet de la demande. En cas de manquement à une obligation erga omnes. Alors je peux être très bref, la Cour s'est déjà prononcée sur cette question en faisant référence à la possibilité pour le demandeur, 1, de faire constater le manquement à des obligations erga omnes, et 2, de demander qu'il y soit mis fin. C'est la cessation de l'acte illicite. J'ajouterai que rien n'empêche les États d'aller plus loin. À titre d'illustration, je me référerai à l'annexe 6 au protocole de Madrid sur la protection de l'environnement de l'Antarctique, en vertu de laquelle un État peut, sous certaines conditions, demander de se faire rembourser le coût des mesures urgentes et raisonnables qu'il a prises de sa propre initiative pour remédier à une situation critique pour l'environnement de l'Antarctique, c'est-à-dire pour protéger un bien commun, et ce qui, vous en conviendrez, je l'espère, représente un intérêt collectif par excellence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour ces belles visions d'ensemble, et on passe tout de suite à Laurence Boisson de Chassourne avec les avis consultatifs de la Cour internationale de justice. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire, comme l'a fait Alain Pellet, que l'Académie de droit international est une institution qui m'est très chère. Je suis venue relativement souvent suivre les cours de l'Académie. J'ai participé aux activités de l'Académie ayant été invitée par les curatoriums successifs. Et j'ai toujours beaucoup aimé les valeurs de l'Académie, qui sont celles de la pluralité des opinions et du respect des idées de chacun. Et puis, la densité des cours, des actes de colloques sont aussi prodigieux. Et donc, je voudrais adresser mes remerciements à tous les membres, organes de l'Académie de droit international. Alors, quand on parle d'intérêt public, cela a souvent été dit déjà, c'est une notion indéterminée, elle est corrélée à d'autres notions, dont celle d'intérêt commun.
Et il me semble que la notion d'intérêt commun est privilégiée par la Cour internationale de justice quand elle se réfère à ces questions. Et je me réfère par exemple à l'avis consultatif sur les réserves à la Convention sur le génocide. Alors, qu'est-ce que signifie l'intérêt commun, l'intérêt public ? C'est finalement mettre en commun, dans une société, on met en commun des intérêts et on les défend, on les protège. Et dans la société internationale, ce sont bien sûr les États, on en a parlé, qui vont protéger cet intérêt commun, ces intérêts communs. Mais c'est aussi d'autres acteurs. Et parmi ces autres acteurs, il y a les organisations internationales. Et les organisations internationales, elles ont une panoplie de moyens, d'outils pour défendre l'intérêt commun. Et parmi ces outils, ces instruments, il y a la possibilité pour certaines organisations de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice. Je me limiterai dans cette présentation aux avis consultatifs de la Cour internationale de justice. Et nous l'avons dit, la Cour a beaucoup contribué au développement du droit international, mais quand on réfléchit bien, tant la Cour permanente de justice internationale que la Cour internationale de justice a contribué de manière significative par le biais d'avis consultatifs au développement du droit international. Et parmi ces avis consultatifs, il y en a un grand nombre qui ont porté sur des questions de droit institutionnel relatifs aux organisations internationales. Mais à côté de ces avis portant sur des questions de droit institutionnel qui sont, à mon avis, très importantes pour le développement du droit des organisations internationales, il y a maintenant, de plus en plus, mais il y avait déjà dans le passé, des demandes d'avis qui portent sur des questions d'intérêt public. Et dans ce contexte, eh bien, c'est intéressant, enfin, je donnerai l'exemple de la question de l'autodétermination. C'est vraiment une question d'intérêt public reconnue par la communauté internationale et par la Cour internationale de justice. Et en répertoriant les avis consultatifs de la Cour sur les questions d'autodétermination, eh bien, on voit qu'il y en a, il y a eu un avis en 71, un avis en 75, un avis en 2010, un avis en 2004, un avis en 2019, et il y a maintenant une question pendante, un avis pendant devant la Cour internationale portant sur la question de l'autodétermination. Et quand on regarde ces avis consultatifs de la Cour sur la question de l'autodétermination, on voit que la Cour a tracé finalement, reconnu les grands principes fondamentaux qui fondent l'architecture du principe de l'autodétermination. Alors, pour moi, à une époque où il y a des questions d'interdépendance, de complexité accrue dans la gestion des affaires publiques, il me semble que la fonction consultative de la Cour est essentielle. Et je pense, n'en déplaise aux juges qui sont présents dans cette salle, que la Cour sera de plus en plus sollicitée par le biais de demandes d'avis consultatifs. Et je pense par exemple aux 2 demandes pendantes devant la Cour internationale de justice. Je considère aussi que la Cour, par le biais de ces demandes d'avis, donne une réponse à la complexité du droit international, à l'épaississement du droit international, et je pense particulièrement à la demande d'avis sur les armes nucléaires, où la Cour a bien montré que quand on parle de sécurité, on doit parler de droits de l'homme, de droits humanitaires, de droits de l'environnement et du droit de la Charte des Nations Unies. Alors, ce qui est aussi intéressant, et cela a été déjà souligné, c'est que la promotion de l'intérêt public s'inscrit à l'heure actuelle dans une dynamique nouvelle, et je pensais à la perspective transnationale, vous pensez tous au cours général du professeur Jessup. Finalement, il y a maintenant, pour promouvoir l'intérêt public, un dialogue des juges qui s'est instauré. La Cour internationale est saisie, le Tribunal du droit de la mer pour les questions de changement climatique, mais aussi la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et puis, de manière contentieuse, eh bien, ce sont des juridictions nationales ou encore la Cour européenne des droits de l'homme. Et il me semble que ce dialogue des juges, il est intéressant à cerner parce que ça sera véritablement un facteur de promotion de l'intérêt public. Et la professeure Nishitani, je vais écorcher son nom, l'a souligné pour les questions de droit international privé, par exemple. Alors, pour ces questions d'intérêt public, la question qui se pose, c'est finalement, mais qui est-ce qui peut demander
un avis consultatif à la Cour internationale de justice et qui peut participer à la procédure. Et ce sont des questions, à mon avis, essentielles pour promouvoir l'intérêt public. Alors, on le sait, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, un certain nombre d'organes des Nations unies, mais aussi la quasi-totalité, presque la quasi-totalité des institutions spécialisées peuvent demander un avis consultatif à la Cour. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde les demandes d'avis consultatifs, c'est que c'est souvent les organes pléniers des organisations internationales qui demandent un avis consultatif à la Cour. Et je pense que ce soit les organes pléniers des organisations universelles, souligne la légitimité politique importante d'une demande d'avis et l'importance pour la Cour de répondre à ces demandes. Alors la question qui se pose, c'est au-delà de ces organes des Nations Unies, au-delà de ces institutions spécialisées, est-ce que d'autres organisations, d'autres institutions internationales pourraient demander des avis? Et vous le savez, il est possible que cela se passe quand il y a une autorisation ou par l'intermédiaire de l'Assemblée générale, et c'est le processus qui a été choisi par l'Organisation sur les armes chimiques. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est finalement de se demander s'il n'y a pas d'autres institutions internationales qui devraient avoir cet accès direct à la Cour. Et je pose la question des conférences des parties, des accords multilatéraux sur l'environnement. Je pense que ceux-ci gèrent l'intérêt public, biodiversité, changement climatique et autres, et donc il serait peut-être temps de leur donner un accès direct à la Cour. Et c'est intéressant, en regardant les travaux préparatoires de la Convention 4 sur les changements climatiques, eh bien on voit que déjà ils avaient pensé que la conférence des parties devrait pouvoir demander un avis consultatif, mais cela n'avait pas été retenu dans le cadre des négociations. Alors maintenant, qui est-ce qui peut participer à la procédure? On connaît les articles pertinents du statut de la Cour, les États et les organisations internationales, en général les États membres de l'organisation qui demandent un avis, et puis la Cour a aussi la possibilité d'inviter des organisations internationales qui en font la demande et qui montrent un intérêt substantiel dans la question posée. Et là, c'est intéressant de regarder la pratique de la Cour parce que c'est une pratique qui est flexible, qui est riche. Vous avez des organisations régionales qui ont été autorisées à pouvoir faire des observations comme des organisations universelles à compétences plus ou moins larges. Mais là encore, la question qui vient à l'esprit, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir plus cet accès à la participation à la procédure consultative devant la Cour internationale? J'ai déjà tout à l'heure évoqué les conférences des parties, des accords internationaux. Pourquoi ceux-ci ne pourraient-ils pas faire entendre leur voix dans le cadre de la participation? Mais je pense, peut-être que c'est le tropisme de Genève, mais je pense aux partenariats public-privé qui sont nombreux à l'heure actuelle. Ceux-ci ne pourraient-ils pas se faire entendre dans le cadre d'une procédure consultative? Et puis je pense au Comité international de la Croix-Rouge, auquel on a déjà refusé 2 fois la possibilité de participer directement. Mais n'est-il pas temps aussi de considérer qu'il a sa propre voix qui pourrait s'exprimer? Donc, question ouverte. Maintenant, je finirai avec les organisations non gouvernementales. Il est intéressant de voir que dans le cadre d'un avis, l'avis du Sud-Ouest africain, en 1950, une organisation non gouvernementale, la Ligue internationale des droits de l'homme, avait été invitée à participer à sa demande, mais finalement elle n'avait pas participé. Mais depuis lors, la Cour et son greffier ont toujours clairement dit en réponse que ce n'étaient que les organisations intergouvernementales qui pouvaient participer. Alors la question pour nous, c'est de nous demander si, et puis ensuite la Cour a adopté des instructions de procédure et a dit si les documents des ONG ne sont pas joints aux communications des États, eh bien à ce moment-là, on pourrait considérer qu'elles font partie du domaine public, donc elles sont accessibles sur le net ou autre. Et la question qui me vient à l'esprit, par souci d'ouvrir le débat, bien sûr, c'est de se dire finalement,
Quand il y a des demandes d'avis consultatifs qui sont portées par la société civile, telles que celles qui sont maintenant devant la Cour internationale de justice, est-ce qu'il ne serait pas temps de trouver un autre moyen de faire entendre les voix de la société civile internationale dans le cadre d'une procédure consultative? Voilà, alors en guise de conclusion, je voudrais simplement dire que cette fonction consultative, je la considère très importante. Cela a été dit tout à l'heure par le professeur Bimbing Chia, c'est un moyen pour une organisation multilatérale universelle de faire entendre sa voix. Et je considère qu'à l'heure actuelle, tant l'ONU que les institutions spécialisées des Nations Unies sont ce qu'on pourrait considérés comme les possibles garants et trustees, si on prend le terme anglais, de l'intérêt commun de l'humanité. Et puis quand on regarde la Charte des Nations Unies et sa pratique, la Charte est porteuse de toutes les valeurs communes que nous voulons défendre. Et j'espère véritablement que la fonction consultative continuera à persévérer sur son chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation, chère Laurence. Et nous passons à l'intervention du professeur Gaïa sur l'intervention in judicial proceedings concerning compliance with obligations erga omnes partes. Professeur. I would like to start by expressing my gratitude. Pour commencer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Académie pour ce qu'elle a fait depuis des années, et en particulier les organisateurs de ce colloque. Je les remercie de m'avoir invité à y participer et m'ayant offert la possibilité de choisir le sujet de mon choix. Un sujet qui est certainement important dans le contexte du droit international. Et sur lequel peu de choses ont été écrites à ce jour. Sur la question de la qualité fourragère, vous savez qu'un État peut adresser une demande à la Cour internationale de justice dans l'intérêt commun lorsqu'elle fait valoir qu'un autre État ne respecte pas certaines de ses obligations erga omnes. Comme l'a dit la Cour dans l'arrêt dans l'affaire Gambidian-Mar, et je vais citer, « Tout État parti à la Convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d'un autre État parti, y compris instituer des procédures, porter l'affaire devant la Cour, dans le but de voir s'il y a eu un non-respect de ses obligations erga omnes partes ». Et pour que ce manquement soit rectifié. Je termine la citation. Monsieur le greffier vient de nous rappeler il y a quelques instants que la Cour avait déjà reconnu le droit qu'a un État à porter plainte en cas de non-respect d'une obligation erga omnes partes dans l'affaire qui a posé le Sénégal à la Belgique, dans le contexte de la Convention contre la torture. Par ailleurs, même s'il s'agit forcément d'obligations erga omnes partes, parce qu'il n'y a pas d'objection qui aurait été soulevée par les principales parties à l'affaire, la Cour n'a pas remis en cause la recevabilité de la demande qui a été faite probablement dans l'intérêt commun, dans le cas de la violation par le Japon de ses obligations au contexte de la chasse à la baleine. L'intervention de la Nouvelle-Zélande a été faite là aussi dans l'intérêt commun. Pour ne pas prendre trop de temps, lorsqu'il s'agit d'interventions faites dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant les obligations, mais je parlerai de simplement les obligations omnes partes, c'est-à-dire un intérêt commun qui est poursuivi par des États contre des parties qui sont parties à des traités internationaux.
Mais ces remarques peuvent également être appliquées à l'intervention lorsqu'il n'y a pas de respect des obligations erga-omnes auxquelles on est souscrit dans le cadre du droit international. Troisième possibilité, chercher à saisir la Cour. On peut préférer fournir des moyens de preuve dans le cadre d'une procédure déjà pendante entre d'autres États. Les États tiers peuvent ainsi chercher à contribuer à l'analyse que va faire la Cour du respect ou non de ses obligations erga omnes par articles 62 et 63 du statut de la CIJ qui offre la possibilité à un État tiers de la saisir. Lorsqu'il s'agit d'une obligation erga omnes partes, un État tiers qui est autorisé à intenter une procédure pour ce qui est du non-respect de la dite obligation, a fortiori, correspond à la condition posée par l'article 62, à savoir avoir un intérêt juridique qui risque d'être affecté par la décision rendue dans cette affaire. Je vois mal comment on pourrait refuser de recevoir cette possibilité d'intervention par quelqu'un qui est une des parties principales à l'affaire. Pour ce qui est de la portée d'une intervention, article 62, elle peut varier, cette portée, ce champ. Cette demande d'intervention doivent refléter un intérêt commun. Il s'agit de faire respecter une obligation conventionnelle dans la mesure où elle est pertinente au regard du différend qui oppose les deux parties principales. L'intervenant peut décider de retenir certains points seulement, et ensuite, il est possible de poser des questions dites accessoires dans un contexte plus général. Il peut faire, dans son argumentaire, invoquer ce qui est fait par l'une et l'autre des parties ou un des intervenants. C'est l'article 62 sur l'intervention qui est ici appliqué. En posant des questions relatives aux faits et en témoignant, apportant des preuves et à ce titre jouer un rôle important dans la dite affaire. Pour l'instant, ça n'est pas une voie qui est souvent empruntée. Article 102 du statut de la CIJ. L'intervention est recevable dès lors que l'interprétation d'une convention auquel des États autres que ceux concernés par l'affaire sont en jeu. L'objet de la demande en interprétation étant un traité multilatéral, pas forcément un traité dont découlent les obligations erga omnes partes. L'intervenant peut poser des questions relatives à l'interprétation faite par la partie principale et fournir des arguments qui auront déjà été soumis éventuellement, dans la mesure où il vise la solution de la question de l'interprétation qui est posée à la Cour. L'intervenant peut fournir des preuves dans la mesure où ceci correspond à l'interprétation, participe à la bonne interprétation du traité. Les intervenants n'ont pas à faire valoir des points de vue originaux. Je veux dire qu'ils ne sont pas en lice, ils ne sont pas en concurrence avec les parties. Ils peuvent étayer ou pas l'interprétation fournie par les deux autres parties ou par un autre intervenant. Ici, c'est une façon de défendre l'intérêt commun des États.
La procédure incitante concernant l'interprétation de traités multilatéral est à la fois pesante, coûteuse. Les règles pertinentes devraient ou pourraient être simplifiées utilement, mais toute ingérence avec le déroulement de la procédure principale doit rester inchangée. Un intervenant peut souhaiter appuyer l'interprétation faite par le parti, mais cela va sans doute causer un retard dans la décision que la Cour a à rendre. Ce ne sera donc pas nécessairement fructueux. Et finalement, notre paradoxe, du moins en apparence, le nombre de déclarations d'intervention en fin d'interprétation des traités multilatéraux dépend d'affaires pendantes parce qu'elles ont déjà été risquent d'être extrêmement élevées. Ce qui semble montrer que les propositions faites récemment par l'Association de droit international en appui de la procédure portée devant une cour ou un tribunal international doivent être laissées de côté. C'est une proposition qui visait à ce qu'un État tiers soit également autorisé à soumettre à l'accord un brief sur le développement ou l'évolution du droit. En d'autres termes, un brief amicus curiae la tentation, bien sûr, étant d'éviter une surabondance de propositions. Si cette proposition voyait le jour, était actuellement mise en œuvre, les États tiers seraient encouragés à déposer des briefs amicus curiae et s'abstiendraient d'avoir recours à l'intervention, surtout lorsque leur intention est tout simplement d'étayer la position adoptée par un autre État. L'interférence ou le risque d'ingérence que représenterait l'introduction d'un amicus curiae sur le déroulement de la procédure principale serait négligeable. Et donc, une réforme sur ce point devrait permettre de maîtriser le flux, la surabondance d'interventions. Merci. Thank you very much. And now we go to... Merci beaucoup. Nous passons maintenant au professeur Miowatt sur les perspectives du droit international privé, qui est dans une certaine façon relié aux exposés faits par le professeur Nishitani tout à l'heure. Indeed, actually with the Merci beaucoup. Avec la complicité non criminelle de ma collègue Madame Nishitani et le panel, j'ai choisi, comme l'a dit le juge Donoghue ce matin, j'ai décidé de réinterpréter et modifier mon thème. Donc, je ne vais pas parler de litige parce que Yuko, tout à l'heure, vous a tout dit à ce sujet. Je vais plutôt parler de l'intérêt public en droit privé international plus généralement. Et ce que je vais faire très brièvement, et généralement, je ne prépare jamais de présentation PowerPoint. Et ensuite, lorsque j'arrive à une conférence, on s'attend toujours à ce que j'en ai. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est assez brève. On pourrait l'appeler l'histoire de la vengeance du marécage lamentable. Alors, pour ceux qui sont des juristes dans certains domaines, c'est-à-dire une minorité, vous saurez qu'il y a une lacune en droit international qui nous ramène à une citation citée constamment de la part de Dean William Prosser, qui nous dit que le conflit des lois était un marécage
c'est-à-dire des professeurs de droit qui parlent leur propre jargon, et dès lors, le droit privé était condamné et plus personne ne devait s'y intéresser. Aujourd'hui, je vais me faire l'avocat de ce marécage de la mort et plaider en faveur de ce qui est entre le mystérieux et tout ce qui s'entremêle. Mais je n'ai que quelques minutes, donc je vais poser 3 questions. La première est comment le droit peut-il s'échapper de ce modèle land? Il s'agit en fait du titre d'un ouvrage de la part de la mathématicienne Erica Thompson qui pose la question du point de vue des sciences. Mais on pourrait poser la question du point de vue des sciences sociales. Comment le droit, par exemple, peut-il s'échapper de cet univers où on modélise tout? C'est une question qui a été résumée par Yoko tout à l'heure et qui nous démontre que quelles que soient les tentatives entreprises, quels que soient les mouvements, et il y en a de nombreux appels à la reconnaissance, en dépit de toutes ces actions, à un moment donné, on se trouve enchevêtré dans ce que McBride a appelé la jurisprudence juridictionnelle. Alors, comment peut-on en sortir? Nous avons les outils, nous avons la volonté, et pourtant nous restons embourbés dans quelque chose que le comparatiste Jeffrey Samuel a appelé une suspension dans un paradigme d'autorité. Une partie de ce paradigme est précisément la distinction entre le droit public et le droit privé. Mais il existe d'autres avatars de cette distinction. Du côté privé, en tout cas, depuis longtemps, nous savons que cette distinction pose problème. Et je crois qu'il y a peut-être 3 facteurs qui, du côté public, hantent toutes ces questions d'attribution de la compétence aux tribunaux nationaux ou internationaux. La première de ces questions est celle du réalisme en droit public aux États-Unis du fait de la fascination exercée par les droits des méthodologies empiriques inspirées des sciences sociales et l'arrivée de l'idée d'intérêts gouvernementaux dans l'adjudication privée. En tout cas, c'est la doctrine qui a été mise en avant et attribuée à Brainerd. Mais d'autres facteurs viennent perturber ou troubler la vision de cette distinction. Par exemple, les effets horizontaux des droits de l'homme et le débat à la fin du siècle dernier concernant la montée des gouvernements néolibéraux et l'explosion du capital privé du côté commercial et son impact sur les économies transfrontalières et les réformes, par exemple, des chaînes de valeur. Tout ceci a troublé plus avant cette distinction entre le privé et le public et nos modèles de compréhension. Et pourtant, le droit, en tout cas le droit privé international, mais je pense qu'on peut utiliser ce concept de façon générale pour le droit en général, le droit n'arrive pas à échapper à ce territoire de modélisation avec les outils dont il dispose. Donc, ma deuxième question serait à quoi ressemblerait un nouveau contexte? Notamment, comment
peut-on construire un régime juridique de l'entre-deux, ce qui sera une passerelle sur cette fracture entre le droit privé et le droit public et toute autre division ou distinction, à savoir les avatars de cette division ou de cet écart. Alors la question ou le problème ont déjà été mentionnés par quasiment tous les intervenants que nous avons entendus ce matin. Nos sociétés, et je le dis au pluriel, ont produit deux symptômes somatiques distincts. Premièrement, la dévastation écologique et deuxièmement, la dislocation sociale ou l'aliénation sociale. Ce sont les deux faces de la même monnaie. Si on veut changer les caractéristiques du droit, il faut bien comprendre que c'est la même question, mais vue sous différents angles. Ce sont deux symptômes d'un problème beaucoup plus profond, le problème de la légalité moderne. Et à cet égard, j'aimerais me tourner vers l'anthropologie juridique. Quand on se livre à un droit comparatif, on ne compare pas suffisamment. L'anthropologie est la science de la comparaison, ou en tout cas c'est ce que disent les anthropologues, et par l'anthropologie, on va bien au-delà de la comparaison entre la common law et le droit de tradition civile. Donc, tournons-nous vers la tendance anthropologique et l'ontologie, et nous voyons que la légalité moderne, dans les termes de Bruno Latour, qui nous dit que la modernité est un aboutissement. La modernité a scindé la culture et la nature. Et cet écart se retrouve dans la légalité et la législation, et ce, de façon très profonde. Et c'est ce qu'on retrouve dans le paradigme juridique de différentes façons, notamment la distinction entre l'humanité et son environnement naturel, ou entre eux et nous, ou entre le centre et la périphérie, ou entre les personnes et les choses, ou bien encore entre le public et le privé. Tous ces avatars de quelque chose qui est profondément inscrit dans la modernité et qui a été accentué et déformé par le néolibéralisme. Alors, revisiter les caractéristiques profondes du droit nous pousse à prendre au sérieux l'altérité, d'où ce marécage de la mort qui est ce lieu d'altérité. Et nous devons réintroduire l'existence de nos différences et de cette altérité de notre monde. Et je crois que cela pourrait nous permettre, d'un côté, de renouer avec nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, en renouant avec la culture et la nature, et d'un autre côté, combler, une fois de plus, les scissions entre différentes sociétés. Alors, comment tout ceci se traduit-il de façon concrète en autre méthode alternative juridique? Les juristes, notamment en droit privé, sont obsédés par la méthode. Et c'est ce que nous a dit Yoko Nishitani ce matin. Les juristes de droit privé nous parlent de méthode constamment. Alors, comment peut-on concevoir de nouvelles méthodes? Et là, je vous encourage à suivre le regard du jaguar. Et là, je m'inspire de la pensée autochtone et de la pensée juridique autochtone, c'est-à-dire une pensée qui est souvent
disqualifié ou ignoré comme étant purement culturel et pas du tout juridique. Je vais utiliser cet angle de vue, le regard du jaguar, pour essayer de voir d'autres méthodologies qui existent dans la discipline du conflit des lois et qui existent depuis fort longtemps, mais que l'on a souvent écartées et qui sont pluralistes plutôt que monistes et qui permettent avant tout d'accepter l'altérité et qui permet de se regarder soi-même, de nous regarder nous-mêmes. Donc, c'est un regard réflectif sur le monde que nous avons créé. Alors, le regard du jaguar représente deux choses. D'un côté, il perturbe la temporalité linéaire moderne. C'est un regard qui nous permet de nous étudier avec le regard des générations futures. Comme vous le savez, si vous avez lu l'ouvrage merveilleux d'un certain auteur, vous saurez que les temps modernes linéaires sont une invention des juristes médiévaux qui voulaient assurer la continuité du corps des rois. Mais il perturbe également l'espace linéaire et nous éloigne de notre obsession de la territorialité et de l'extraterritorialité. Et j'en resterai là. Je crois que le message est que le conflit des lois, qui, dans le royaume du droit international privé, joue un rôle mineur, c'est ce qu'on pourrait appeler une jurisprudence mineure, pourrait vraiment prendre de l'importance et nous montrer comment l'altérité, la nature et la culture peuvent être envisagées de façon totalement différente. Merci. On me demande de ne poser qu'une question. Je pense que c'était tellement riche qu'on pourrait vraiment en discuter beaucoup plus, mais on se tient aux règles et il y a beaucoup de panels. Et peut-être, s'il y a des questions, vous pouvez les poser à la fin du prochain panel. Mais au moins une question. Je vois quelqu'un qui a levé la main. Thank you. Merci, Bureau international des brevets. Je voudrais poser une question. Nous sommes à un moment historique, un tournant de l'histoire, 100 ans de l'Académie de droit international. Et je crois qu'il faut nous poser, nous demander de faire le bilan de ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire pour les 100 ans à venir, dans la mesure où l'avenir existera toujours. Alors, je reviens sur ce que le professeur Myoat vient de nous dire. Il nous faut quelque peu revoir notre vision du droit international dans sa complexité. N'oubliez pas que le droit international, le professeur Abissab disait que ça commençait en 1948 avec le traité de Westphalie qui était fondé sur le concept de l'État-nation. Et puis ensuite, le 19e siècle, avec la pensée rationnelle, pour arriver finalement, comme ça a été dit hier avec Asser, Tobias Asser, le droit international devient
une discipline majeure. N'oublions pas que le droit international, c'est tout cela à la fois. Tous les traités qui existent datent de l'après-guerre. Et le moment est venu de voir comment on peut tenter de les amender ou pour les replacer dans le contexte du monde actuel et des difficultés qu'il nous pose. C'est un programme où il y a beaucoup d'aspects techniques. Tout semble très bien apparemment, mais je crois qu'il y a quand même un élément manquant, c'est une vision globale. Par exemple, une révision éventuellement de la Charte des Nations Unies. Est-ce que vous pourriez nous poser... Oui, vous terminez votre question, s'il vous plaît. Pensez-vous que profiter de l'occasion que nous offre ce centenaire de l'Académie pour peut-être nous proposer une vision globale, générale, sur la façon dont le droit international peut être guidé vers l'avenir pour relier entre eux tous les différents aspects qui sont évoqués par chacun des panels. Voilà pour la question principale et peut-être nous proposer une vision d'avenir pour les 130 ans à venir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Horatia, vous souhaitez intervenir sur ce point? Oui, bien sûr. En 2 mots commençant, effectivement, je suis d'accord, nous avons besoin d'une vision globale, pas simplement au sens global des hémisphères, mais au sens collectif. Je crois qu'il faut d'abord avoir une perspective générale. Peut-être que la conversation qui existe entre les juristes internationaux, ce qui est formidable, parce qu'on arrive à franchir allègrement cette ligne de démarcation entre privé et public, sera peut-être offerte par d'autres disciplines. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Bruno Latour. Merci. Merci. Moi, je voudrais dire 2 choses. C'est qu'on est très axé sur le public-private divide, ou je ne sais plus comment dire en français d'ailleurs. Mais je pense aussi qu'on a, en droit international, une fâcheuse tendance à séparer le droit national du droit international. Et je crois que les évolutions actuelles nous montrent qu'il y a une nécessité d'intégrer beaucoup plus ces ordres juridiques, c'est ce qui serait le droit global ou le droit de Jessup. Donc je pense qu'au-delà du privé-public, il y a cela. Une autre remarque, et ce sera la dernière, et par rapport au sujet que j'ai traité, c'est que je pense que le discours, le langage juridique universel est en danger et qu'il y a une nécessité de raffermir le droit universel respecté par tous les acteurs de la communauté internationale. Et dans ce contexte, je pense que les cours et tribunaux jouent un rôle fondamental pour asseoir ce droit qui est commun à nous tous. Merci. Je remercie la professeure pour son association. C'est une belle façon de finir ces panels. Je remercie à tout le monde pour l'attention.